Enzo, je te laisse peut-être te présenter, en fait, Ouais. de la manière dont tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout ou qui te connaissent de loin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi, sur ton parcours? Voilà. Donc ouais, dans les grandes lignes, moi je m'appelle Enzo Racine, j'ai pris 20 ans il y a 3 jours. Euh, Très rapidement sur moi, donc j'ai un cabinet de consulting en vente et en structuration d'entreprise. Donc on va aider tous les particuliers ou même les solopreneurs justement à se structurer pour se développer et amener de la croissance dans leur entreprise. Je suis également directeur commercial d'une entreprise qui fait à peu près ouais, 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. On va manager leur équipe commerciale, etc. Aussi prendre en charge certains pôles de structuration. Au-delà de la partie business, on en parlera peut-être après, je crois que ça sera l'objet de certaines questions, mais je suis ex-sportif de haut niveau. Et étant donné mon jeune âge, j'ai pas un énorme parcours plus gros que ça. Dans l'entrepreneuriat, ça doit faire à peu près 1 an et demi que je suis dedans. Et voilà. Ça marche. C'est à peu Là, près ça. j'ouvre déjà le chat, hein. Vous pouvez envoyer les questions vraiment au feeling comme vous le souhaitez. Moi, j'en ai plein pour toi, Enzo. Par rapport à ton âge, justement, qu'est-ce qui t'a amené à, Mhm. bah, justement être entrepreneur? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ton propre business, ça fonctionne et tu aides beaucoup de gens. Et des gens, en termes d'âge, je pense qu'il n'y a pas de limite. Il y a des jeunes, des personnes Ouais, plus bien âgées, sûr. etc. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ton parcours pour que tu te dises, ben, je vais y arriver? Et aussi cette expérience-là qui fait de toi quelqu'un de vraiment efficace, quoi. Hmm. Ouais, comme je le disais un peu brièvement dans la présentation, j'ai vu que j'ai démarré dans tout ce qui est le sport, etc. Il y a une très grosse corrélation dans les chiffres quand on regarde ou autre, entre notamment les personnes qui font énormément de sport, les gendarmes, les pompiers ou autres, dans le fait d'avoir certaines valeurs entrepreneuriales qui seront propices derrière au développement. Donc à savoir le fait de se dépasser, de travailler, d'avoir aussi le goût de l'effort, hein, c'est ce qu'on appelle souvent comme ça. Au-delà de ça, je pense que ça vient aussi de mon caractère, dans le sens où j'ai été élevé dans une famille où on m'a toujours donné les moyens. Alors, je viens d'une famille pauvre, hein, enfin pauvre ou classe moyenne pour ceux qui se demandent, hein, d'ailleurs, avec un père dans la fonction publique, une maman dans le secteur privé. On était un peu plus au-dessus du SMIC, enfin peu importe. Donc, j'ai pas eu non plus de levier de capital ou autre. Par contre, ça a toujours été le cas de me dire, bon bah, si tu veux faire les choses, tu peux les faire, mais par contre, fais-les bien, travaille pour. Donc, en fait, je dirais que le principal levier qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est juste le travail et aussi le fait que j'aime ce que je fais. Je suis purement passionné de vente, de structuration d'entreprise, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, je sais que sur les premières années de mon entreprise, je travaillais au minimum 10-12 heures par jour. Et c'est ce qui permet, en fait, non pas de réussir très vite, mais d'échouer très vite. Et c'est le fait d'échouer très vite qui permet justement d'avoir cette boucle et ce feedback rapide, plus que les personnes en fait qui vont travailler un petit peu moins, de justement comprendre ce qui marche. Donc en fait, si je suis juste là aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai échoué plus que vous, c'est ce que je rappelle souvent. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai échoué, j'ai réussi sur certains plans plus rapidement, quoi. Ça marche, super intéressant. Et pour nous donner un petit peu d'infos sur les délais, tu as commencé Mhm. quand? Ouais. Ouais. Tu veux dire sur l'entrepreneuriat global ou ma boîte là actuellement? Ben, les deux. Les deux. Entrepreneuriat, parce que j'ai été aussi dans le domaine du e-commerce et j'ai été intervenant en mindset dans certaines boîtes, donc 1 an et demi. Et réellement à Sendia, donc ma boîte actuelle, depuis février 2025. Ouais, donc 1 an, hein, ça va faire 1 an là, j'ai moins d'1 an sur la boîte. Waouh. Ouais, donc c'est incroyable comme quoi tout est possible. Oui, Parce que bien sûr. moi, j'entends des entrepreneurs, et c'est la majorité des entrepreneurs que je croise, c'est oui, mais ça fait que 1 an, de toute façon, que je me suis lancée, ça fait que 6 mois, 8 mois. Mais en fait, non. C'est Carrément. tout peut se changer en 6 mois, 8 mois, 1 an, quoi. T'as tout dit, ouais, c'est très vrai. Les gens pensent souvent qu'ils ont... Ouais, il y a le temps, 1 an c'est court dans l'entrepreneuriat, 6 mois, ça dépend des croyances de chacun, évidemment, du rythme de vie de chacun, tu vois, genre, il y a ce truc de... Moi, j'ai pas d'enfant, hein, j'ai pas de... Tu vois. Mais au-delà de ça, ouais, je pense qu'il faut pas se fixer de croyances, hein, je suis d'accord avec toi. Totalement. Et d'ailleurs, en passant, toi, t'as jamais eu ce problème de syndrome de légitimité en mode, moi, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, et pourtant j'aide des personnes de tout âge, quoi. Bien sûr. Jamais. Euh, je dirais que ça vient pas forcément de mon âge. J'ai pas eu ce sentiment en mode bah, j'ai X âge, donc je me sens pas bien vis-à-vis de coacher des gens un peu plus vieux. Par contre, et encore aujourd'hui, il y a toujours ce côté.
est-ce qu'on est à 100% sûr de pouvoir aider le client hein, sur toutes les facettes, même après 150 personnes accompagnées? Parce qu'en fait, au-delà des business, chaque être humain est différent. Les gens aujourd'hui payent de l'accompagnement en ligne, de la formation, des accompagnements thérapeutiques, non pas pour l'expertise, parce qu'en vrai, il y en a partout. Il y a des milliers de concurrents que toutes les personnes dans le chat ont dans leur niche. Par contre, vous êtes les seuls à apprendre d'une ou X, Y, Z manière à la personne justement de se développer. Donc par exemple, sur la vente, il y a plein de concurrents en vente comme moi, mais si pourquoi les gens signent avec moi? Parce que moi j'arrive mieux à leur faire comprendre comment être un meilleur vendeur. Donc toute personne est différente. Après voilà, je pense que ça fait partie du métier. On n'est jamais à 100% sûr ou légitime, et en fait on se rend compte que quand on se retourne quelques années ou quelques mois en arrière. Mais je l'ai toujours, mais ça n'a jamais venu de mon âge, si ça peut apporter une réponse. Ouais, ouais, je sens qu'au niveau du mindset, ça t'a jamais bloqué, quoi. Non, non. Et moi, je suis curieuse de savoir, parce que j'ai pas du tout l'info, c'est entre le moment où tu as démarré à Sandia, du coup en février ou même avant, euh, comment tu as fait en partant de zéro, donc de zéro à aujourd'hui, comment tu as fait pour avoir tes premiers clients? Est-ce que tu peux nous raconter, parce que la majeure partie des questions que j'ai reçues, c'est c'est des questions, tu vois, pour réussir à décoller plus, quoi. Bon, c'est un peu le nerf de la guerre, la vente, quoi. Mm. D'accord. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Je vais pas vous sortir un genre de baguette magique ou un truc qui n'existe pas et ça serait une inside. Pour recontextualiser, au moment où je relance Ascendia, donc ma boîte, il faut savoir qu'avant, j'étais dans le domaine où j'aidais les particuliers, donc même pas les solopreneurs. Donc, je me lance sur un marché que je connais pas. Et du coup, bah, le constat et le postulat simple que je fais, c'est j'ai aucune capacité sur le marché d'être mieux visible parce que je débute. Donc la seule manière en fait de pouvoir aller chercher mes premiers clients, c'est à la mano. Donc j'ai fait énormément de prospection, énormément, énormément, énormément. Évidemment pas comme un fou en agressant les gens en DM. J'ai été très gentil. J'ai aussi utilisé ma prospection comme un levier de compréhension des gens et pas uniquement comme un levier de vente. Pourquoi quand je lui envoie tel message, cette personne réagit mal? Pourquoi quand je lui envoie tel message, elle réagit bien? Qu'est-ce qui fait que les gens sont amenés à prendre un appel? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont amenés à switcher, à se dire, ah, j'aimerais bien rester chez moi? J'ai envoyé beaucoup de messages de prospection. J'ai fait beaucoup de contenu. Euh, je donne souvent l'exemple, mais je postais au moins 1 à 3 fois par jour sur Instagram pour avoir beaucoup, beaucoup de leviers. Encore une fois, avec cette optique de me dire, il faut que je comprenne ce qui marche plutôt que de me dire, OK, il faut que tout soit parfait. Je pense aussi, et ça c'est un vrai tips, j'ai accordé beaucoup de mon temps gratuitement aux gens. J'ai pris beaucoup de temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures avec des personnes. Alors non pas pour vendre, hein, mais principalement pour comprendre pourquoi ces personnes-là iraient acheter chez moi ou chez un autre, les leviers psychologiques qu'ils pouvaient avoir, le passif aussi de mon avatar, dans le sens où est-ce que c'est plutôt un avatar qui avait l'habitude d'avancer des fonds sur les accompagnements, qui était ric-rac, les tranches d'âge, les croyances limitantes. Tout ça, ça m'a permis en fait de faire un espèce de package qui derrière dans ma communication, dans ma prospection, j'ai pu m'en servir et exploiter en fait ce que je disais, cette espèce d'effet de boucle. Donc beaucoup de ça, beaucoup de réseaux d'entrepreneurs. Je pense que ce qui va se développer beaucoup aussi en 2026, c'est les communautés. Et ça, je l'avais déjà compris l'année dernière, dans le sens où rentrer dans des communautés, échanger, c'est toujours bon, évidemment quand c'est intéressant. Et j'ai fait énormément ça et je ne sortais pas hein, la journée de 8 heures à 23 heures, j'étais devant le PC, quoi. Donc, entre guillemets, j'avais que ça à faire parce que j'avais quasiment plus d'argent. Je venais de me faire arnaquer de à peu près d'une somme de 70 000 euros. Ça, 60, 70, 80. J'étais à Dubaï. Je dormais sur un canapé avec les pieds sur une table basse. C'était en colocation, c'était horrible. Et j'avais pas le choix de m'en sortir. Donc, j'avais aussi cet avantage-là, quoi. Et en termes de prospection, là, tu es en train de dire que tu as fait décoller ton entreprise de zéro à aujourd'hui parce que t'es allé un peu en masse quoi, au niveau prospection. Ouais, oui, oui, carrément. Ouais. Et pour ceux qui sont curieux, parce que prospection, t'as quoi? C'est des messages plutôt directs, des messages. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, 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 Après, bien sûr. ça a changé entre à cette époque-là et aujourd'hui, hein. Mais Oui, les méthodes ont évolué, t'as raison. En vrai, il y a plein de types de prospection. La première chose et le premier constat que je me suis dit, c'est enfin, quel est le levier numéro un que je pourrais exploiter aujourd'hui pour développer rapidement l'entreprise? Et le constat, il était clair, c'est juste discuter avec le plus de monde. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi les canaux où je vais pouvoir aller chercher le plus de gens? Donc j'avais 3 comptes Instagram, j'avais un compte LinkedIn, un compte TikTok et un compte Facebook. Et je prospectais en masse jusqu'à ce que la plateforme, j'atteigne la limite chaque jour. Et les messages que j'envoyais, ils n'étaient pas hard. J'ai testé plein de nouvelles approches et c'est ce que j'encouragerais beaucoup de personnes là dans le chat. C'est plutôt, j'ai testé beaucoup de messages en vocaux. Ça m'a épuisé, mais au moins ça m'a permis de comprendre et d'avoir une meilleure oration derrière en appel de vente.
Beaucoup d'interactions sur les stories de mes concurrents ou potentiellement sur les stories pardon, de mon avatar, où je vais réagir à ce qu'ils disent, commenter leurs posts, etc. Euh, le levier numéro un, ça a toujours été la personnalisation, même si c'est chiant, prendre 10 minutes de plus pour personnaliser un DM, c'est ce qui peut vous ramener peut-être des dizaines de milliers d'euros, donc ça les vaut largement. Donc ça, la bienveillance, c'est très con, mais quand le prospect il vous dit qu'il en peut plus des relances et tout, juste arrêtez-vous en disant ok, c'est ok. Et beaucoup de choses, ça n'a pas forcément été le premier message que j'envoyais, mais plutôt le nombre de relances. En fait, moi, j'ai pas eu de croyance limitante en me disant, putain, si je relance une, deux, trois, quatre, cinq fois le prospect, il va commencer à péter les plombs. J'étais plutôt dans cette optique de me dire, ok, il a peut-être des enfants, il doit sortir les poubelles, il a peut-être son chien, etc. On va le relancer plusieurs fois. Et au pire, tant que je me fais pas bloquer ou je me fais pas insulter, je vais juste continuer. De toute façon, si je suis bienveillant dans la manière, ça peut que être une bonne chose. Et après, j'ai proposé beaucoup de ressources gratuites, etc. J'ai documenté quoi. Super intéressant. Et justement, est-ce que là, je vais un petit peu aller dans les questions qui font mal pour certains entrepreneurs qui ont cette phobie de prospecter. On a tous un rapport différent en Bien fonction sûr. de si on traverse ou pas. Est-ce que tu penses, Enzo, qu'on peut justement, je parle particulièrement de ceux qui démarrent, tu vois, est-ce que tu penses que cette partie prospection-là, elle est inévitable ou bien il y a d'autres façons de faire pour ces personnes? Euh, En termes de levier de croissance rapide, je vois mal autre chose qui puisse vous permettre de rapporter rapidement des clients. Parce que le contenu, c'est quelque chose d'exponentiel. Il faut en poster du contenu dès le départ, mais une personal brand, des contacts, ça prend du temps, mine de rien, à être créé. Évidemment, la reco client, il faut des clients. Donc, c'est pas quelque chose qui vous apportera du levier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme tout. On dit souvent, par exemple, que le stress est mauvais, c'est pas vrai. Faut modifier son rapport au stress. C'est pareil pour la prospection. La prospection, ça reste un outil en soi. Vous pouvez l'utiliser pour faire des mauvaises comme des bonnes choses. Et si vous avez peur de déranger les gens, est-ce qu'il vaut pas mieux déranger les gens que plutôt retourner dans le salariat ou dans un quotidien qui vous plaît pas, quitte à vous brusquer un peu socialement, quoi. Parce que si vous restez dans ce paradigme de me dire, ok, je veux pas déranger les gens, etc., l'entrepreneuriat, c'est un peu aussi du culot. Si vous êtes sûr de pouvoir aider une personne et que demain, admettons, vous voyez quelqu'un qui fait tomber son portefeuille dans la rue, vous n'allez pas juste lui dire, hey, il y a ton portefeuille. Non, vous allez lui choper la main, vous allez lui dire, écoute, t'as fait tomber ton portefeuille, récupère ton argent. Bah là, ça sera la même chose. Si vous êtes sûr de pouvoir aider les gens, qu'est-ce qui vous empêche de les relancer, quoi? Donc pour moi, oui, c'est important. Et choper des clients, oui, mais pour comprendre son marché, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, c'est comme si tous les jours, tu avais un moyen de communiquer directement avec ton avatar. C'est une bombe de valeur, tu vois. Ouais. Et là où je te rejoins totalement, c'est le côté, surtout au début, c'est d'oser cette générosité. Ou Mm. pour ceux qui n'aiment pas la partie prospection, on peut changer cette notion avec, avec une notion de connexion plutôt, de connexion et d'échange, où l'idée, c'est, voilà, comme le dit Enzo, c'est d'échanger avec les personnes, de connecter 100%. avec elles. Et parfois, la prospection, elle se fait de manière beaucoup plus douce, en tout cas dans le mindset, plutôt que d'aller directement le faire. Je le dis ça parce que je pense à une cliente qui a la phobie du mot prospection. Mais dès que j'ai changé ça avec le mot connexion et de discuter, c'était le même process, mais le rapport est différent, tu vois. Donc, Ouais, bah oui. dans tous les cas, l'idée, c'est d'aller échanger et d'oser donner de la valeur. Et je pense que ça, c'est vraiment top, comme toi, tu fais, Enzo, tu envoies des vidéos, des conseils, etc. Moi, je fais la même chose aussi. Et derrière, qu'il ne vente ou pas, c'est vraiment l'idée d'oser la générosité, de donner de la valeur, parce que au-delà des contrats, de la vente, il y a vraiment un impact, j'imagine, une mission qui nous anime. D'ailleurs, toi, Mm. c'est quoi qui t'anime le plus dans tout ça en dehors de l'aspect justement entrepreneurial et financier? C'est une question, je crois qu'on me la pose tous les soirs en conférence. Question numéro une, pourquoi je fais ça? Bon, il y a plein de choses adjacentes dans le sens aider ma famille, voyager. Je pense que au départ, je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat pour voyager parce que je ne me voyais pas salarié. J'ai jamais fait de salariat, hein, pour ceux qui se demandent, hein. J'ai jamais fait de mission. J'ai sauté une classe, j'ai fait une année d'économie et je me suis barré, donc j'ai un bac plus un quoi. Euh, donc c'est tout. Donc non, il y a ça et je crois que j'aime profondément transmettre. C'est un peu con hein, comme manière de voir les choses, mais j'aime profondément transmettre. J'aime voir en fait comment une personne peut changer du tout au tout son quotidien juste avec les bonnes informations. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu mon taf. Je cherche vraiment les gens qui ont envie de se donner les moyens et je serais ravi de les aider sur ça. Et effectivement, après, il y a tout l'aspect, effectivement, tu me disais financier entrepreneurial, ça rentre en compte.
Mais je pense que le vrai why, c'est ça. Je me suis lancé pour devenir conférencier à la base, donc c'est marrant. Et juste, je pense à un truc, on parlait de prospection, on va changer de sujet au fur et à mesure, donc on va Ouais, parler des entrepreneurs qui se lancent et puis ceux qui sont plus avancés, etc. Juste au niveau de la prospection, pour ceux qui n'ont pas une méthode ou une stratégie de prospection, je pense que c'est important d'en avoir une. Et c'est pour ça que ouais, des personnes comme Enzo, moi ou d'autres coachs business ou d'autres consultants sont là aussi, c'est d'avoir un fil conducteur. Parce que moi, je dis tout le temps que le hasard, c'est pas vraiment notre ami dans le business. C'est toujours bien d'avoir une stratégie, une trame, même si elle est à changer, à adapter. Bref, avoir une stratégie pour aller vers l'objectif. Et il y en a plein. Mais c'est pour ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, ne restez pas seul, parce que c'est vraiment dangereux, je trouve, quand on a un business où on compte justement vivre de ce business, mm, d'avoir pas de stratégie, pas d'accompagnement. C'est important d'avoir quelque chose de cadré. Et moi, c'est ce qui m'a aussi plu dans l'accompagnement d'Anzo, parce que pour la petite histoire, du coup, moi, je suis aussi élève, je suis dans un syndicat, mais je travaille aussi en interne avec toi, Enzo. Et moi, ce qui me plaît par rapport à la question de tout à l'heure, c'est le côté, comme tu es très sérieux, tu prends très au sérieux ton business, forcément, c'est ce que tu vas nous transmettre aussi. Donc, c'est ce que tu vas attirer aussi, je pense. C'est que des personnes qui ont envie de prendre très au sérieux leur business, ben, par effet miroir, vont être intéressés bien par sûr. la manière dont tu travailles, quoi. J'ai une question qu'on m'a posée du coup dans mon groupe de femmes, c'est quelles actions game changer, Enzo, tu as identifié que les femmes peuvent mettre en place quand elles lancent leur business? C'est quoi les actions game changer? Dans l'idée de progresser rapidement. Dans l'idée de progresser rapidement, euh, alors, il y a des choses qui sont effectivement inévitables. Poster du contenu aujourd'hui, c'est inévitable. Même si vous avez peur de montrer votre tête, que c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise, en fait, c'est juste la base. Parce que ça fait toute la différence aujourd'hui entre une personne qui est visible et une personne qui est pas visible. C'est vraiment super important. Les bases en resteront toujours les mêmes. Prospection en contenu, bon, c'est pas game changer, mais pour moi, c'est inévitable. Après, les choses vraiment game changer, si poster du contenu long sur YouTube, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où tout le monde est surstimulé par le format court, les 30-35 secondes de réel, les petits tips, les petites informations. Vos clients, ils se trouvent pas forcément dans les gens qui vont d'abord sur Instagram pour se divertir, mais plutôt pour ceux qui vont sur YouTube pour comprendre et apprendre. Donc, le game changer et la chose inévitable en 2026, c'est évidemment d'avoir pour moi une chaîne YouTube où vous allez vous poser, parler beaucoup plus lentement, des concepts beaucoup plus concrets, apporter beaucoup plus de valeur, créer plus de relations. On dit souvent qu'en fait, enfin on dit souvent non, l'erreur du marché c'est souvent de penser que pour vendre il faut des techniques, c'est pas vrai. Il faut de la relation, une relation qui va créer une confiance et c'est la confiance qui fera l'achat. Donc au plus vous allez passer du temps avec le lead en prospection, en DM, en contenu, au plus la personne achètera. Donc le fait de faire du contenu long, ça augmente cette relation. Donc moi, c'était vraiment un game changer. Et si, avoir un service excellent. Nous, on récupère au moins 10 à 20% de notre chiffre d'affaires par an. Je pense on peut faire à peu près 50 à 100 000 euros par an juste par le fait de prolonger nos clients. Donc quand vous avez un service qui est excellent, vous pouvez toujours trouver un moyen de prolonger un client. Et ça marche super bien. Donc moi, c'est vraiment ce que je recommanderais pour le coup. Ça marche. Et si tu regardes un petit peu, on va dire, avec du recul, toutes les personnes que tu as accompagnées jusque-là, c'est quoi les erreurs que tu as remarquées, surtout en début de parcours pour ceux qui démarrent, qui ont Ouais. lancé, que tu pourrais identifier et nous en parler et qu'on nous prenne aussi comme conseil, quoi. Hmm. L'erreur numéro une, c'est de penser que ça va être facile ou moins contraignant. Dans le sens où on va s'attendre que parce qu'on bosse pour nous-mêmes, on va directement réussir à avoir le lifestyle ou la vie de rêve qu'on voulait tant, surtout pour ceux qui ont déjà été dans le salariat ou qui ont vécu des contraintes qui les ont poussés à se lancer solo. C'est pas vrai. On travaille plus quand on est tout seul, surtout sur les premières années. Nous, aujourd'hui, on est une boîte qui tourne entre 40 000 et 50 000 euros par mois. Je n'ai jamais autant travaillé. Je fais des semaines de 100 heures. Alors évidemment, tout le monde ne veut pas faire 50 000 dans ce chat, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà une mauvaise conception de l'investissement nécessaire en termes de temps que vous allez devoir mettre. La deuxième, ouais, la deuxième erreur, c'est le fait de trop théoriser les choses, de trop s'attendre à vouloir faire le programme parfait, le contenu parfait, les messages de prospection parfaits. Moi, c'est ce que j'appelle de la procrastination déguisée, dans le sens où on remet à demain toujours parce que on, on a peur de réussir, à la rigueur, entre autres. Et donc on se dit, bah, je vais pas lancer mon contenu parce que X, Y, Z, ou je vais pas lancer mon offre parce que X, Y, Z. Faites les choses, lancez vos offres alors qu'elles sont créées qu'à 10%, vous délivrerez vos clients en one-to-one s'il faut, postez ce contenu, allez discuter avec les gens, prenez des appels même si vous devez vendre pour 100 balles. En fait, il n'y a pas de règle, on s'en fout.
mais faites les choses. Moi, l'erreur numéro une que je vois, c'est, et systématiquement, parce que vous en doutez bien, tout le monde ne réussit pas chez Ascendia, et le critère numéro un qui fait que les gens ne réussissent pas, c'est le manque d'investissement en termes de temps, et se dire que, un accompagnement, c'est magique. Un accompagnement, c'est pas magique. C'est pas parce que tu vas t'inscrire à la salle de sport que tu vas tout de suite devenir musclé ou fit. Maintenant, il faut aller à la salle de sport, il faut faire les exercices, il faut avoir un bon régime, il faut faire les choses. Nous, on est juste là pour avoir un tremplin. Donc avant même de vouloir avancer, il faut déjà se dire que peu importe les outils que vous allez prendre, vous allez devoir bosser avec. C'est juste qu'ils vous font accélérer. Donc ouais, le manque d'investissement de travail et le fait de trop théoriser les choses. Ouais. Moi, je te rejoins totalement. Je dis souvent aussi à mes clientes que la pire des choses en entrepreneuriat, c'est pas l'échec. D'ailleurs, tu as commencé par dire que l'échec, c'est ce que tu cherchais au départ. Ouais, C'est plutôt la stagnation. Donc, 100%. mieux fait que parfait. Et vraiment, l'idée, c'est de bouger, de test and learn à chaque fois, quoi. Je te rejoins totalement là-dessus. Et entre le début, alors toi, ça s'est passé très vite, Enzo, du coup, parce que Ouais. ben, on va dire aussi que ben, tu n'étais pas du tout dans l'inertie, quoi. Tu t'es donné les moyens, on va dire. Tu as beaucoup bougé, tu travailles beaucoup. Moi, j'admire aussi les personnes comme ça, qui se donnent les moyens et qui dorment fatiguées le soir, mais en mode, ben, j'ai tout fait. Et même si je me suis cassé la gueule, j'ai fait les choses. Entre le démarrage de ton activité, la phase de développement et aujourd'hui, même si Mhm. l'idée c'est toujours se développer, c'était quoi le plus difficile pour toi? Probablement, c'est un peu cliché de dire ça, mais de 0 à 5 10 000 euros par mois est beaucoup plus dur que de 10 à 50. Parce qu'en fait, quand vous avez une offre qui a été testée et qui vous emmène déjà à 5 10 000 euros par mois, l'idée c'est plus de savoir si ce que vous faites est bon, mais comment vous le faites. Vous faites en sorte que les gens le voient plus. Euh, Dans le sens où si vous faites déjà 5 000 euros par mois, ça veut dire que potentiellement vous avez une offre à, je sais pas, 1 000 euros ou 2 000 euros, voire plus, hein, ça dépend les tickets moyens de chacun. Ça veut dire que vous avez déjà eu peut-être 3 à 5 clients. En fait, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir si ça plaît aux gens et si ça leur apporte des résultats. Si c'est le cas, en fait, il y a souvent ce doute qui commence à se dissiper, de se dire c'est possible. Notre tête, elle va remodeler les croyances et se dire, elle va passer de est-ce que je peux faire de l'argent, est-ce que ça va réellement toucher un marché à comment je peux faire en sorte que plus de gens voient ça et achètent chez moi? Donc ça, c'est vraiment déterminant. Donc c'est vraiment le début. Et je dirais que ça dépend des personnalités de chacun. Euh, Moi, je suis un très mauvais manager. Et je l'ai toujours dit. Je suis quelqu'un de très opérationnel. Dans un biz, faut comprendre que on a plusieurs casquettes. Vous allez passer la majorité de votre temps au début de votre entreprise. Je ne sais pas si vous voulez monter à zéro ou admettons 30 000 par mois. Enfin, à 30 000 par mois, on est toujours dans l'opérationnel. Mais quand on passe à des steps à 40, 50, 100, 200, 300, et évidemment, je ne les fais pas encore ces steps, je suis qu'au début. En fait, notre travail, il est plus de délivrer, de faire ou d'effectuer, mais il est plutôt de réfléchir. Et ça, pour le cerveau, il s'en rend pas compte. Genre, il faut apprendre à désapprendre, il faut apprendre que son levier, c'est sa pensée et que c'est plus ce qu'on fait. Et c'est vraiment différent. Mais le plus dur, je pense que c'est quand même le début. Mais vu que j'avais pas trop de croyances limitantes, moi, j'ai pas peu de problématiques. Mon premier mois dans l'entrepreneuriat, j'ai dû faire 7 500 euros parce que je voulais travailler à fond. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu de doute que c'était possible de faire de l'argent en ligne et que les gens pouvaient acheter des connaissances, quoi. Donc, mais je sais que c'est Ouais, le plus dur, sinon. totalement. Et par rapport aux personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder, je sais qu'il y a beaucoup de femmes timides derrière l'écran. Et en termes de prospection, juste un petit message comme ça, en parlant de ce démarrage d'activité où on se lance et on commence à générer ses premiers chiffres, ses premières centaines et milliers d'euros. Comme moi, je rejoins Enzo, à un moment, si, faites-vous aider au niveau mindset s'il y a besoin, mais vraiment, l'idée, c'est de passer à l'action. Et comme on a dit, le pire, c'est pas l'échec, hein, c'est vraiment stagner et de rien faire. Il faut tester, il faut y aller. Et le business, il en vaut le coup. Est-ce que c'est plus douloureux euh, de se mettre un gros coup de pied aux fesses et d'y aller, ou bien de ne pas avoir de résultats et de revenir dans le salariat? Donc voilà, c'est vraiment euh, se dire, il faut quand même se lancer dans le jeu de l'entrepreneuriat. La deuxième question que j'ai pour toi, Enzo, c'est côté mindset. Comment garder la motivation et ne pas lâcher son objectif de vue quand les débuts sont difficiles et quand on se sent un peu seul, quoi. Ouais, c'est super, c'est une super bonne question. Alors, ça dépend de l'importance de. Et d'ailleurs, est-ce que tu étais seul ou est-ce que tu étais accompagné aussi au début et tout. Je me suis jamais fait coacher. Je suis l'antithèse totale de ce que je fais. Je me suis fait coacher pour passer de 30 à 50 ou 30 à 100, mais pas de 0 à 30. Et avec la rétrospective, je serais peut-être allé encore plus vite si j'avais été accompagné dès le début. Donc, tu vois. Par contre, en fait, il y a plusieurs choses.
La première chose, c'est si on se questionne sur pourquoi on est motivé, c'est peut-être parce que on fait les choses avec un manque de vision. Si vous faites pas les choses pour quelque chose qui vous donne vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, un, vous allez vous épuiser. Deux, vous allez jamais tenir dans le marché. Parce qu'en fait, dans un marché où les gens travaillent 10-12 heures par jour, innovent constamment, sont sur peut-être le marché le plus volatile du monde, bah en fait, entre une personne qui aime ce qu'elle fait et une personne qui n'aime pas, la personne qui n'aime pas va forcément beaucoup plus cracher. Parce il y a une personne qui va travailler 12 heures, qui va kiffer ce qu'elle fait. Donc c'est un peu bullshit de dire ça, mais faites des choses quand même qui à première vue vous plaisent. Alors je dis pas que vous devez aimer la prospection, je dis pas que vous devez aimer la vente, je dis pas que vous devez aimer le contenu. Mais si déjà dans le cœur d'activité que vous allez transmettre aux gens, vous l'aimez, c'est déjà un super step. Le deuxième step, c'est d'avoir une vision très claire. Il y a beaucoup de gens qui me parlent en call et qui me disent, ouais, liberté financière, liberté géographique, liberté temporelle. C'est vachement trop vague en fait. Quelle liberté financière? Pour quel revenu mensuel? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Liberté géographique, tu vas où? Dans quel pays? Pour quelle vision des choses? Pour quel emploi du temps? T'es avec quelle personne? Tu ressens comment les choses? Au plus c'est concret, au plus vous allez pouvoir le visualiser. Euh, Est-ce que tout le monde connaît la courbe de Gauss ici ou pas? Non? Ok. La courbe de Gauss, c'est un phénomène psychologique où en gros, quand vous démarrez dans quelque chose, les premiers résultats que vous avez ou les premières choses que vous faites, vous avez l'impression d'être un génie, d'être sur la pente haute instantanément. C'est le fameux pic de motivation qu'on a tous quand on démarre un projet. Ok. Ensuite, on a ce qu'on appelle la vallée la vallée du vide, où bon, ça dépend des gens, ça dépend des théories, mais vraiment la vallée où c'est compliqué. C'est-à-dire c'est tout ce momentum où vous allez devoir cravacher, vous vous rendez compte que le travail que vous pensiez, il est beaucoup plus gros que ce que ça en avait l'air au départ. L'enjeu, c'est pas réellement de se dire putain, comment je fais pour être plus motivé, c'est de se dire ok, j'arrive dans cette phase où je vais avoir moins de motivation. Un, il faut que j'ai une vision claire. Deux, il faut que je sache pourquoi je le fais. Trois, c'est bien. Si vous êtes dans ce momentum-là où c'est compliqué, où c'est dur, ne lâchez pas parce qu'il y a juste un moment où ça va remonter. Par contre, il y a une garantie qui est sûre, c'est que si vous abandonnez, vous allez redémarrer de zéro. Et ça, c'est très grave. Donc, l'enjeu, c'est pas, je pense, de rester motivé, parce que c'est compliqué. Évidemment, vous allez avoir des périodes de sprint où vous allez vous sentir super bien, des périodes où vous allez vous sentir moins bien. Faites les choses qui vous rapporteront le plus de résultats. Je dis des conneries, mais si aujourd'hui vous savez que pour vous rapporter des clients, il faut au moins faire le contenu et la prospection, dans les périodes de doute, maintenez au moins ça, parce qu'en fait, sinon, vous n'allez jamais avoir de résultats. Et dans les périodes de sprint, profitez-en, ce qu'on appelle créer du momentum, un temps en fait où vous vous sentez bien. Profitez-en pour déployer de l'énergie. C'est principalement ça. Et j'ai une question justement pour toi, Enzo, c'est que est-ce que tu as en mémoire là, est-ce que tu peux nous raconter des moments où ça a été particulièrement difficile Bien pour sûr. toi au niveau mindset, où tu te dis là, peut-être ça t'est jamais arrivé parce que pour rappel, Enzo, il a un mindset de sportif, on n'a pas tous la chance d'avoir cette discipline-là. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aime bien me faire coacher par toi parce que j'ai besoin d'un mindset hyper solide de discipline, de structure, puisque moi, et surtout nous les femmes, on est un peu plus cyclique, mais dans l'idée, c'est le business, quand c'est une activité principale et pas secondaire, bah, ça rigole pas, il faut de la discipline, il faut de la structure, même si c'est une structure que vous créez sur un emploi du temps que vous décidez, etc. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu en as eu, des moments où ça a été particulièrement difficile et comment tu as fait justement pour switcher ça? Hmm. En vrai, je pense qu'on en a toujours. Il y a il y a des moments macro et des moments micro, c'est souvent ce que je dis. Des micro moments difficiles, j'en ai tous les jours. Des messages chiants, des appels qui se passent mal, des incompréhensions avec mon équipe. Bon, ça, c'est pas trop, je pense, l'enjeu de la question. Des très grosses périodes de down, oui, j'en ai eu. Notamment en début d'année dernière où quand je reviens de voyage, je me retrouve à avoir relancé un biz, mais cette fois-ci, j'avais quitté mes associés pour être tout seul. Je reviens chez mes parents, parce que j'avais que 18 ans à l'époque, enfin, je venais de prendre 19 ans. Je retourne dans ma chambre où j'avais étudié. Donc du coup, je suis dans un moment où ma réalité, je comprends pas trop. Il y a quelques semaines, j'étais à Dubaï où c'était excellent, j'avais énormément de choses et je me retrouve dans une situation après où je suis tout seul. Il faut savoir que ça a été très compliqué dans les relations que j'ai pu avoir, notamment familiales, parce que je travaillais beaucoup. Donc on m'a souvent quasiment empêché de travailler. Ça a été compliqué aussi avec ma copine actuellement qui vit à Malte avec moi. Donc ça a été les premiers moments compliqués. Pas plus tard qu'en novembre, on a fait un mois catastrophique en raison de plusieurs enchaînements qui étaient pas ouf. En temps normal, on tapait 40 à 50 000, là on a tapé 9 000. C'est pas grave, mais quand vous avez des charges fixes, des choses à gérer, le chiffre d'affaires c'est stylé, mais derrière, il faut pencher derrière ce que vous avez.
Moi, je sais que j'assume financièrement ma copine, j'assume mon appartement, je pars en voyage souvent, donc j'ai beaucoup de choses à payer aussi. Donc ça a été compliqué. La période de Noël, elle était très bien. Bon, en vrai, j'en ai tout le temps des périodes compliquées. Après, maintenant, je suis assez froid et je commence à avoir assez d'expérience pour me dire que dans ces moments-là, juste, je me dis qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler, ce que je ne peux pas contrôler, juste, je mets pas d'énergie dedans, quoi. Juste, je travaille plus, c'est tout. Ça marche. Coucou Anaïs, mais c'est pas grave pour le retard, je viens de voir ton message. Et justement, alors, par rapport au côté mindset, qu'est-ce que Mhm. tu dirais à tous les entrepreneurs, et particulièrement les femmes, parce que du coup, on a beaucoup de femmes ce soir et Bien aussi en sûr. replay d'ailleurs, qui ont ces moments où, tu vois, on se met une autodiscipline du style, ok, je suis à mon compte, mais je me lève, je commence ma journée à 9h, 17h, je bosse, machin. Ouais. Et puis des fois, tu as des sauts d'humeur ou des trucs qui font que t'as pas envie de sortir du lit ou que tu t'auto-sabotes, que... Tu vois, est-ce que toi, Ouais. ça te conseille d'avoir une discipline, mais vraiment de faire en mode, peu importe ce qui se Non. passe, je garde la routine, ou c'est comment on réagit, on doit faire quoi? Pour moi, déjà, c'est propre à chacun. J'ai été très longtemps dans cette optique de faire des grosses routines, me lever très tôt, etc. Il y a déjà deux choses. La première chose, c'est n'oubliez pas pourquoi vous êtes entrepreneur. Vous êtes à fois l'entrepreneur pour être libre, etc. Ça nécessite un certain degré de travail, mais vous êtes aussi parfois là pour ne pas mettre de réveil le matin. Je vais pas vous dire que je me lève à 6h30 tous les matins. Moi, je suis quelqu'un, je vais me lever à 7h30, 8h. Je me couche à minuit à peu près. Donc, je fais 8 heures par nuit, 7h30. Je prends un café, je prends deux, trois trucs à manger et je vais bosser. Donc je vais pas aller sortir faire 12 000 pompes, courir un 10 km, revenir prendre une douche froide. C'est pas mon mindset des choses et je l'ai fait pendant beaucoup de temps. Je pense que il faut s'écouter. Attention à pas se tromper entre s'écouter et se cajoler. Dans le sens où il y a toujours cette petite voix où vous êtes capable de savoir quand vous êtes en mode bon, là c'est ok de le faire et là c'est juste pas ok, de se dire ah mais c'est ok, je peux ne pas travailler ce matin, non, ça c'est pas une bonne chose. Par contre, oui, je peux repousser mon réveil, oui, je peux potentiellement m'accorder certaines faveurs. L'essentiel c'est est-ce que vous êtes capable de vous tenir sur la durée? Vous fixez des routines parce que c'est à la mode, ça sert à rien. Moi, ce que j'aimerais, et c'est ce que je conseille à la plupart des gens qu'on coach, c'est est-ce que vous seriez capable de tenir ce rythme de vie pendant 5 ans? Si oui, continuez. Si ça apporte des résultats, continuez. Et puis, il y a des gens qui sont plus du soir, il y en a qui sont plus du matin. Organisez votre emploi du temps déjà en fonction de vos contraintes respectives et organisez ça en fonction du fait que, bah ouais, on est tous différents, on apprend tous différemment, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes activités, on n'a pas tous les mêmes obligations. Ça dépend de chacun. Juste, il faut le tenir sur la durée. Donc, faut pas se blâmer, mais faut pas non plus avoir un poil dans la main. C'est un vrai juste milieu, je pense. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait d'être accompagné, ça aide et ça peut Ouais. épauler sur ça, sur la routine? Et moi, je serais curieuse de savoir, donc toi, tu as un business qui aujourd'hui qui tourne, qui est solide, tu es dans ta mission, tu aides beaucoup de monde, tu Ouais. as un bon mindset. Je sais que quand tu te fais critiquer ou insulter sur les réseaux, tu n'en as rien à faire, enfin, tu es vraiment bien ancré dans ta mission. Ça Ouais. ressemble à quoi une routine de quelqu'un qui a un business comme ça? Ouais, ça va faire peur, hein. Je me lève à 7h30 à peu près. Ce que je disais, je prends un café. Non pas parce que je suis addict à la caféine, c'est complètement faux. Juste j'adore. Le mec vexé. Non, je prends un café. Il faut savoir que de 8 à 11 heures, je déteste prendre des appels. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez social, mais le business va en train de me rendre asocial dans le sens où je passe des appels tous les jours, j'en peux plus. Donc de 8 à 11 heures, c'est un peu le moment où je vais surtout me focus sur les tâches à haut levier. Je vais faire un point avec mes équipes, je vais potentiellement regarder nos anciennes stratégies de contenu, les messages de la veille. Je vais pas répondre tout de suite à mes clients, j'y réponds plus vers 10-11 heures à l'écrit. De 8 à 11, c'est vraiment dédié au fait d'avoir ce qu'on appelle un slow morning, c'est le fait d'avoir un matin qui se tranquille, mais un matin qui est quand même productif. J'aime bien particulièrement, c'est d'ailleurs madame est rarement réveillée à l'heure où je me réveille, donc ça me laisse 2 à 3 heures où je suis vraiment totalement dans le calme. Je vais bosser sur les prochaines vidéos que je veux faire, potentiellement les prochains contenus que je vais faire pour les clients, mais il n'y a pas d'appel. Je mange, je mange à 13h30, 14h, je reprends. De 14h à 19h, j'ai souvent des appels. Équipe, coaching, etc. Donc il faut se dire que j'ai quand même 5 heures d'appels par jour. À 20h, soit je vais à la salle de sport, soit je mange et ensuite je vais à la salle de sport.
Et le soir, je vais envoyer de 21 h à minuit encore une session de travail, quoi. C'est à peu près ça, 7 jours sur 7 sans vacances. C'est ce que je fais. Et après, j'ai un coach sportif donc, qui m'aide sur pas mal de choses au quotidien. Mais voilà. Ça marche, ok, intéressant. Là, je vais aller un petit peu plus vite, peut-être sur le sujet pur du thème de ce soir, qui est le scaling. Je regarde un peu les profils des personnes qui sont là et des personnes aussi qui sont inscrites. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, il y en a déjà qui font du sur-mesure, Mhm. et il y en a beaucoup qui vont proposer des accompagnements de type coaching, tu vois, Ouais, carrément. entre 1000 3000 euros. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher des ventes, de viser. Il y en a beaucoup qui visent 5 10 ventes, etc. Donc, ma question pour entamer sur le vif du sujet, c'est comment tu fais pour passer d'un business où tu génères aller entre 1000 à 5000 euros, donc Ouais. un peu aléatoire, mais quand tu prospectes beaucoup ou autre, ça marche, à un business qui passe le niveau au-dessus, 10 000, 15 000 par mois, je précise. Et surtout, la question, stabiliser ça Hmm. en récurrent et donc les fameux revenus prévisibles, quoi. Comment tu fais? Ouais. Euh, Bon, déjà, je pense que c'est déjà d'abord une affaire de croyance. Il n'y a pas un monde où si vous faites pas plus de 10 000 € par mois ou autre, ou 15, 20, 30, peu importe, euh, toutes les niches peuvent le faire. Vous avez tous des concurrents qui font beaucoup plus que vous et beaucoup moins que vous. En fait, ça dépend, mais il y a quand même des gens dans votre niche qui sont capables de faire autant que ce que vous rêviez de faire. Donc, c'est pas un problème de marché, loin de là. C'est un problème de croyance. Soit il y en a, vous êtes intimement convaincu que vous ne pourrez pas réussir et c'est ça qui peut vous gêner. Soit vous faites pas assez de volume. Pour moi, le levier principal d'une activité, ou questionnez-vous sur si je fais assez de volume d'action, il faut faire assez de volume d'action pour se dire que ça serait pas raisonnable de pas réussir. Je vous dis des bêtises, mais si demain vous étiez en capacité de poster 100 réels par jour et 12 000 vidéos par jour, bah, en fait, il n'y a pas un monde où vous réussirez pas. Donc ça veut dire qu'il existe quand même un endroit où vous réussirez. La question, c'est de savoir quel volume vous pouvez tenir dans le temps qui vous amènera ces résultats. Ensuite, pour ce qui est de la prédictibilité, en fait, vous allez taper des mois à 10 000, des mois à 15 000, vous allez peut-être redescendre à 8 000. Une fois que vous avez réussi à taper un mois comme ça, regardez pourquoi vous l'avez tapé. Et regardez c'est quoi les facteurs communs d'un mois à 10 et 15 et d'un mois qui va potentiellement être à 5. La première chose, c'est stabiliser le nombre d'appels découvertes que vous avez dans votre agenda. Si vous avez au moins 10 appels par mois dans votre agenda et que vous n'êtes pas trop mauvais en vente, on peut largement les faire, ces 10 cas. Allez, 10 à 15. Donc, si vous êtes en dessous de ça, votre premier focus, avant d'aller chercher 10-15K, c'est pas de vous focus sur le fait de faire comment je fais 10-15 000 euros, c'est de me dire comment j'arrive à avoir 10 à 15 appels dans mon agenda, comment j'arrive à maintenir ma prospection et mon contenu. Une fois qu'il y a ça, le point de vue que je vois chez beaucoup de personnes, c'est le manque de tracking, le manque de mesure sur votre entreprise. N'attendez pas de faire des gros chiffres pour faire de l'argent parce que c'est précisément le fait de mesurer ce que vous faites au quotidien qui vous permettra d'en faire. Si par exemple demain je vous demande combien de posts vous avez posté le mois dernier et que vous n'êtes pas en capacité de me le dire, c'est que vous manquez de tracking. Combien d'appels découvertes vous avez fait et que vous me donnez qu'une fourchette, c'est qu'il y a un manque de tracking ou que vous connaissez pas exactement votre taux de closing ou votre taux de cash collecté, c'est-à-dire le pourcentage de paiement en une fois, bah c'est aussi un problème. Ça doit être votre priorité aussi. Rien ne doit être laissé au hasard. Et c'est précisément en ne laissant rien au hasard qu'on arrive à un résultat prédictible. C'est juste logique. Une fois qu'on a identifié qu'est-ce qu'on doit mettre dans une balance pour faire 10-15 000, je sais pas, vous avez identifié qu'en envoyant 20 messages de prospection, 30, 40 messages de prospection par jour dans votre niche, plus un réel par jour, et en stabilisant une méthode de closing dans ces eaux-là, vous faites 10-15 000, cherchez à le répliquer et surtout à décorréler votre temps de ça. Vous arrivez à envoyer 30 à 40 messages de prospection par jour, mais ça vous fatigue, et c'est précisément pour ça que c'est pas prédictible. Comment on peut rapidement déléguer ça à un setter? Ou une personne qui va faire de la prospection. Vous avez du mal à poster votre contenu, comment vous pouvez créer des systèmes maintenant qui en 1 heure par semaine vous permettent de faire 2 mois d'emploi du temps de contenu. La prévisibilité, ça vient de deux facteurs. Le premier, c'est la connaissance de ce qui marche pour pouvoir le répliquer. Et la deuxième, c'est la capacité à le tenir dans le temps. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prévisibilité si ça dure 30 jours. Voilà. Ouais. Donc, par rapport à ta réponse, il y a un truc super intéressant, c'est que pour toi, pour passer au niveau 2, c'est-à-dire dépasser les 1000, 3000, 5000 et passer à 10K, Ouais. 15K, etc.,
il y a vraiment une corrélation, il y a un lien avec le volume qu'on fait, que ce soit dans le contenu, dans la prospection, etc. Et ça, c'est un peu difficile à comprendre pour tous les entrepreneurs, notamment qui n'ont pas envie ou qui ont la flemme de prospecter ou autre. Ça, c'est un autre sujet parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Mais vraiment, Ouais, cette notion de volume-là. Et je te rejoins totalement, parce que le volume va engendrer, si j'ai bien compris, plus de rendez-vous dans l'agenda. Et c'est ces rendez-vous dans l'agenda que ben, forcément tu convertis. Et ouais, derrière, avoir du tracking, donc avoir de la data, quoi. 100%. En fait, si, avec ça, si vous savez qu'avec un nombre d'actions et d'efforts, vous faites 5 000 euros, juste multipliez par 2 le nombre d'actions que vous faites et vous ferez 10. Enfin, genre, c'est juste logique. Nous, pour passer de 25 à 50, on s'est dit, bon, on envoie X messages de prospection, on n'a pas développé LinkedIn et YouTube encore et on n'a pas fait ça, bah, on va juste implémenter ça, doubler le volume d'actions qu'on fait déjà, et bizarrement, on a fait 50. Ou vous pouvez également doubler vos prix, ou doubler le service que vous faites à vos clients. Le fait de doubler les efforts, ce qu'on appelle les inputs, hein, que vous mettez en place, ça va doubler les outputs, donc les résultats. C'est tout bête. Et qu'est-ce que tu dirais justement, donc là on est en plein dans le thème de scaling, justement des personnes qui disent ouais mais j'ai pas assez de temps pour gérer 10 clientes, 15 clientes. Euh, Ouais, Tu veux bien nous définir à ta façon, pour toi c'est quoi le scaling et à quel moment on peut se dire ouais je m'intéresse à ça quoi, tu vois. Alors je pense bien notamment sûr. à des formations ou à déléguer ou à autre chose. Principalement, le scaling, c'est pas forcément faire beaucoup plus d'argent. C'est réduire le ratio temps-argent. Ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que passer de 15 000 euros par mois à 70 heures par semaine à 15 000 euros par mois à 10 heures par semaine, c'est du scaling. C'est réussir à compresser ce ratio temps passé-argent. Donc, et effectivement, il y a le côté 70 heures semaine de 10 à 70 000 euros par mois, par exemple. Bon, je dis des bêtises. Donc, pour les personnes qui ont effectivement du mal à faire du volume ou autre, le temps, pour moi, c'est une excuse dans le sens où j'ai énormément de clients, et là, je parle pas forcément de mon nom, j'ai énormément de clients qui ont aussi des enfants, qui ont aussi des obligations, etc. La question, c'est aussi de fixer ses priorités. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est développer la boîte? Ou est-ce que c'est aller au paddle ou au pilates le vendredi soir? Ou est-ce que ça nécessite de l'investissement comme dans tout? On ne peut pas progresser dans un domaine sans y mettre du temps. Une fois que vous avez mis de l'effort dans quelque chose qui marche, vous serez capable de le déléguer. Si aujourd'hui vous n'avez pas le temps, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez bon sur ce que vous faites pour que ça soit délégable. Du style, votre prospection est encore trop comme ça. Du coup, vous n'arrivez pas à le déléguer à quelqu'un. Vous avez peur aussi parfois de le déléguer, je le vois souvent. Et c'est ça, c'est normal parce que votre méthode, elle n'est pas avérée. Simple fait de se dire, bon, je me prends un mois où je ponce ça, je deviens excellent en prospection, j'en fais ma priorité. Et une fois que c'est bon, je le délègue à quelqu'un et je vais me libérer 10, 20 heures dans ma semaine, ben, c'est vraiment un moyen de scaler. Et ensuite, Laura, c'est très intéressant ce que tu dis sur la partie offre. Il faut créer une offre aussi qui vous permet d'accueillir le revenu que vous voulez faire. Si vous voulez faire 10, 15 000 euros par mois et que vous n'êtes pas capable d'accueillir 15 clients, bah, ne vous étonnez pas de ne pas vendre. Vous êtes en train d'envoyer un message à votre subconscient de viens, on fait de l'argent, mais on ne pourra pas l'accueillir. Quel est donc l'intérêt que ça arrive pour vous? Ça n'arrivera pas. Donc, soit vous augmentez vos prix, soit vous faites quelque chose de plus groupé. Et pour moi, le côté personnalisation, etc., c'est pas bullshit, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui amènera plus de satisfaction de vos clients. Vos clients, ils cherchent pas forcément un one-one de la proximité avec vous, ils cherchent des résultats à proprement parler et quand même se sentir valorisés dans ce qu'ils font. Vous demandez à tous mes clients, il n'y en a pas un qui se sent pas valorisé en coaching de groupe avec nous. On est ultra présent. Donc, l'indicateur que j'aimerais vous donner, c'est si, admettons, vous voulez faire 10-15 000 euros par mois, que vous vendez à, on va dire, 2 000 euros, ça veut vous dire qu'il vous faut à peu près 8 clients par mois. Bon, il vous faut 8 clients par mois, bah, vous devriez être en capacité au moins d'en accueillir, allez, 15, ou un peu moins, 12. 1,5 fois plus de ce qui serait capable pour ne jamais être overbooké, garder ce timing pour quand même avoir de l'opérationnel, faire de la prospection et du contenu, tout en respectant votre temps. Mais par exemple, vouloir faire 15 000 euros par mois avec une offre à 1 000 euros et avoir une capacité maximum de 15 personnes, c'est pas possible. Parce qu'en fait, vous allez forcément péter les plombs. Et je l'ai vu, parce que moi j'ai géré jusqu'à 70 élèves en full coaching one-one. Mes clients n'avaient pas forcément plus de résultats, ils étaient juste plus ingrats avec moi parce qu'en fait, ils étaient habitués à ce que je leur tende la cuillère dans la bouche. Le jour où j'ai passé en coaching collectif et que j'ai responsabilisé tout le monde sur le fait d'avancer, bizarrement, ils ont eu plus de résultats et j'ai passé moins de temps. Ça, c'est du scaling. Mhm. Ok, super intéressant, il y a pas mal de clés là-dedans. Et est-ce que tu dirais que le déléguer la prospection à un setter ou closer, est-ce que ça c'est compatible avec tout le monde? Oui.
Et à quel moment, parce que j'ai la question très souvent, je démarre, peut-être qu'il faut attendre encore ce 6 mois, 7 mois. À quel moment est-ce qu'on peut commencer à s'intéresser à des setters? Le bon indicateur pour savoir quand on peut déléguer une tâche, admettons, on parle de la prospection, effectivement. Un, vous savez exactement comment booker des rendez-vous. On ne délègue jamais une tâche qu'on ne sait pas faire. Si vous n'êtes pas bon en closing, la solution, c'est pas de prendre un closer, parce que vous n'allez pas savoir ce qu'est un bon closer, vous n'allez pas pouvoir manager un bon closer, et personne de bon en closing viendra chez vous. Donc, ça fait trois choses pas bonnes. Donc, un, devenez bon en prospection, pour comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Deux, documenter votre prospection pour que quand une personne arrive au sein de votre écosystème pour pouvoir vous épauler sur la prospection, elle n'ait pas à réfléchir sur des nouvelles choses, mais juste à appliquer ce que vous avez fait. Donc, les messages que vous envoyez, la manière dont vous relancez les gens, la manière dont vous trouvez les profils, les interactions, où vous allez les chercher. Prenez des gens, prenez les personnes qui vont venir dans votre équipe comme des enfants de 4 ans. C'est bête à dire, mais en fait, ça va plus vite. Ensuite, pour la prospection, je dirais que si vous êtes capable aujourd'hui de booker 10 à 20 rendez-vous sur un mois ou même sur 60 jours et que c'est une méthode où vous vous sentez bien et qu'il y a juste besoin de plus de temps pour en booker plus, ça suffit. Mais si vous ne bookez pas de rendez-vous, ne déléguez pas. Et c'est pas une question de temps, parce que je le répète, il n'y a pas de croyance limitante. Moi, j'ai délégué ma prospection au bout d'un mois et demi, alors que je vois des entrepreneurs qui la délèguent au bout de 7 mois, ça dépend des gens. C'est juste une Totalement. fois que vous avez un process qui marche, déléguez-le. Ouais, moi j'ai une question aussi. Là, je pense à tes élèves dans Ascendia. Ben, comme dans tous les coachings, enfin, toi, tu as beaucoup d'élèves. Ouais. Il y en a qui réussissent plus vite que d'autres. Il y en a, ça se passe moins bien. Mhm. Qu'est-ce qui explique la différence de succès d'après toi? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va tout cartonner et il Ouais. y a d'autres où franchement ils sont accompagnés mais ça bouge pas tant que ça au niveau CA quoi. C'est le rapport par rapport à un accompagnement. Certains croient qu'un accompagnement, c'est ce qui va justement faire les faire switch. D'autres comprennent que c'est un levier d'information pour aller plus vite. C'est principalement l'investissement de la personne. Évidemment, il y a le coach, mais après avoir accompagné 180 personnes, je sais exactement ce qui marche pour mes clients. J'ai des clients qui réussissent dans certaines niches et d'autres qui réussissent pas alors qu'ils sont dans la même niche et qui font le même bise. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va appliquer, qui va solliciter, qui va poser des questions, qui va utiliser ce pourquoi il a investi aussi. C'est évident. Euh, ça vient, et c'est assez contre-intuitif, ça vient principalement de votre manière de closer si vos clients n'ont pas de résultats. C'est parce qu'en fait, vous closez en promettant. Vous closez pas en responsabilisant. Quasi-totalité de mes appels, moi, je demande toujours à la personne en lui expliquant qu'un investissement, enfin, un accompagnement, ça demande du temps, de l'effort et de l'énergie, et également un investissement financier. Est-ce qu'elle est prête à faire ce pas-là? Parce que moi, je vais pas travailler et la relancer tous les jours si elle se donne pas à fond. Donc voilà. Totalement. Et moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est le niveau de responsabilité qu'on a de soi à soi-même. Par Ouais, exemple, je vois que les gens qui s'en sortent le mieux, c'est pas forcément qu'ils sont plus talentueux ou autres, mais déjà, ils posent des questions, ils veulent s'en sortir, ils lèvent la main quand il faut. Enfin, c'est vraiment de se dire, de sortir aussi de cette timidité, quoi. Tu vois, c'est de se dire, ben, moi, je demande des réponses, j'ai envie de m'en sortir. Pour moi, c'est absolument. vraiment le mindset de pour moi, tout rejoint le fait de je prends mon entreprise au sérieux. Et à partir du moment où je prends mon entreprise au sérieux, eh ben, je rigole pas, j'ai pas le temps, et puis il y a un enjeu derrière, et puis j'ai pas envie d'être salarié, etc. Donc le comportement, il va tout de suite derrière. Quand on prend son entreprise au sérieux, on n'a plus trop peur de prospecter, etc. parce que justement, on est là pour ça. Donc voilà, et je profite juste des dernières minutes, après, commencez à poser vos questions si vous en avez. Human, Anaïs, profitez hein, totalement. Moi, ce que j'aime le plus dans l'accompagnement d'Enzo, parce que du coup, Enzo, il me coach aussi, je le trouve super fort en closing. Donc c'est vraiment le moment où vous avez des appels découvertes, vous avez le rendez-vous avec votre prospect et vous avez cet échange qui peut se faire surtout en visio, mais je sais que moi, des fois, je le fais sur appel, parfois en présentiel pour certains d'entre vous. Est-ce que tu aurais des conseils euh, parce que dis-moi si je me trompe, Ascendia se spécialise un peu plus en vente. Est-ce que Oui, tu as des conseils à nous donner pour être d'excellents vendeurs ou d'excellents closers, c'est-à-dire ouais, aider les femmes à ne pas foirer cette opportunité où ils ont quelqu'un de plutôt intéressé en face? Ben, comment on fait pour ok. assurer? Ouais. La première chose, moi, je pense que je suis un peu en antithèse avec la plupart des vendeurs. Il n'y a pas de technique psychologique, de manière de faire. Avant de devenir un bon vendeur ou quelqu'un qui va convertir beaucoup ses appels de vente, il faut devenir un bon humain, entre guillemets. Il faut avoir vraiment envie d'aider, il faut avoir envie de guider à la décision.
il faut comprendre que la vente, c'est pas un aspect de confrontation, mais un aspect de relation et de décision. Donc, auquel cas, l'idée, ça va être d'accompagner la personne dans son processus de décider et pas forcément d'acheter chez vous. En fait, l'idée, c'est que si aujourd'hui vous considérez que votre prospect vous dise non, c'est une bonne situation, c'est un bon closing. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Donc, dites-vous une chose, si vos prospects sont en appel avec vous et qu'ils n'ont pas eu de résultat depuis certaines années, c'est tout simplement parce qu'il y a des croyances aujourd'hui qui les empêchent d'avancer. Vous êtes là pour casser ces croyances. La première chose et la première erreur que je vois la plupart du temps, c'est un manque de cadre dans vos appels de vente. En fait, les appels de vente, ils font trop discussion, ils sont pas assez cadrés. Un cadrage, c'est pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire dans l'appel, et c'est quoi la finalité de cet appel. Ok? La deuxième chose, c'est poser plus de questions ouvertes. Au lieu d'argumenter sur votre solution, expliquer à quel point elle est pertinente, poser la question à la personne poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es encore là? Parce que tu m'as dit que tu faisais ça. Démarrez toutes vos questions par qu'est-ce qui au lieu de on est bien d'accord que, euh, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, une question ouverte va amener au dialogue, alors qu'une question fermée va amener juste au fait d'acquiescer poliment. Euh, Pratiquez. Regardez vos appels de vente aussi. C'est marrant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont traquer le nombre de messages qu'ils envoient, le nombre de contenus qu'ils postent, potentiellement le cash qu'ils font ou le cash de leurs élèves. Mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui est en train de traquer concrètement qu'est-ce qui ne va pas dans leurs appels de vente. Pour traquer ces appels de vente, vous pouvez utiliser une extension qui s'appelle Fathom, Fathom. Je vous mets dans le chat si vous voulez. Vous téléchargez ça. Et en fait, ça vous permet d'enregistrer vos appels sur Zoom, sur Google Meet, sur Teams et regardez vos appels de vente. Posez-vous la question. Si vous étiez le prospect, est-ce que vous vous auriez auto-vendu? Si c'est pas le cas, ne pensez pas que vous allez vendre. Dernière chose, je dis souvent que la vente, c'est un miroir de qui vous êtes vraiment. Si vous pensez que si vos prospects ont souvent des galères financières dans votre tête, et que vous avez des galères financières, c'est pas un hasard. Si potentiellement vous êtes indécis et que vous pensez toujours au bon moment et que vous pensez que vos prospects ont des problématiques sur le timing et sur la manière de prendre des décisions, c'est pas un hasard. Avant de devenir un meilleur vendeur, faites un travail d'introspection sur potentiellement vous, qu'est-ce qui vous bloquerait à prendre des décisions et ça serait quoi la croyance limitante qui vous fait perdre vos appels. Regardez-les, passez-en et vous deviendrez automatiquement meilleur. Totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les personnes qui prennent ton accompagnement, c'est très riche en termes de profil. C'est pas Ouais, que des gens qui vont avoir justement tout de suite beaucoup d'argent à investir. Il y a de tout, donc ça montre que ton mindset il est complètement débloqué et qu'il y a toujours des solutions derrière. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est rarement une histoire d'argent, mais ouais, ça se passe surtout en amont. Est-ce qu'il y a des questions pour Enzo profiter et qu'il va vous répondre en live, même si après, à partir du replay, il y aura peut-être des questions. bien Euh, sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, Enzo, pour les personnes qui entreprennent et qui ont envie de vraiment de stabiliser l'activité? Je pense que c'est l'objectif vraiment de tout le monde. Tu vois, la peur bleue, je dirais numéro une que j'ai remarqué, c'est oui, je peux peut-être faire 1000, 5000, 10 000, mais comment je fais pour stabiliser ça? Donc, tu vois, le fait de quitter le salariat, cette peur bleue de l'instabilité, quoi. Ah ouais. Euh, En fait, pour stabiliser la rentrée d'argent, il faut, je pense paradoxalement, se détacher d'en faire. C'est très con. Mais en fait, tout ce qu'on sacralise ou idolâtre, on le place en dessous de nous, enfin au-dessus de nous, et donc on ne peut pas l'atteindre. En fait, si on est tout le temps en train de sacraliser l'argent, on ne peut pas se retrouver dans une situation d'abondance où on en a beaucoup. Enfin, c'est un petit peu comme quand vous allez idolâtrer quelqu'un, vous pouvez jamais vous imaginer que cette personne sera votre ami. Bah, c'est un peu la même chose avec l'argent, quoi. Donc, il y a tout l'aspect mindset de rapport à l'argent, de manière à comment vous appréhendez les choses. Évidemment, je ne vous demande pas de perdre la notion de l'argent. Je vous demande de vous détacher de ça. Souvent, l'erreur numéro une, c'est que je vois qu'il y a trop de personnes qui sont stressées. Imaginez le pire des cas, ce qui peut vous arriver. Il y en a beaucoup, vous allez retourner dans le salariat, vous l'avez déjà fait, vous allez vous refaire, vous allez vous relancer. Et paradoxalement, regardez plutôt ce que vous avez à perdre à pas faire les choses plutôt que à rester dans cette situation un peu de demi-position. Ne faites pas réellement à 100% les choses. Il vaut mieux prendre des risques, faire les choses à 100% et se dire, OK, j'ai raté. C'est souvent là qu'on va chercher de la stabilisation parce qu'on se comprend nous-mêmes dans les périodes un peu compliquées, que plutôt être toujours en demi-réserve en mode, OK, je vais pas pousser trop ce mois-ci. Ah, OK, en fait, je suis juste, enfin, moi, c'est pas trop le mindset que j'ai. Et pour la stabilisation, c'est juste des systèmes. C'est ce qu'on disait au tout début et que tu disais très bien, Laura, c'est si vous faites les choses au hasard, ne vous étonnez pas que vous avez des résultats qui sont hasardeux. Si vous faites les choses de manière calculée, que vous les faites bien et sur un temps long, enfin, je veux dire, tout le monde peut réussir. Là, on parle de 2 3 000 euros, 5 000, 10 000 euros. On parle pas d'un million d'euros par mois, hein.
Pour stabiliser, il faut des systèmes et à terme, il faut recruter aussi. Ouais. Et j'ai une dernière question pour toi, un peu perso, c'est toi, qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à switcher, peu importe le gap de chiffre d'affaires, tu vois, mais Mhm. qui a fait que toi, t'es passé d'un autre niveau? Principalement le volume d'action, je dirais. Alors, il y a l'augmentation de la confiance du marché pour moi. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus facile de vendre quand vous avez 150 clients, déjà accompagnés avec des résultats ou des personnes qui passent de 5 000 à 25 000 € par mois ou ce genre de choses, plutôt que quand on était à son début. Mais je pense que c'est pas nécessairement une fatalité. Non, c'est principalement le fait de me connaître, de ne plus avoir peur aussi de ces moments de ah, on fait un mauvais début de mois ou ah, c'est la merde ou etc. Et avoir confiance dans le fait que je peux tenir très longtemps à faire du volume d'action sans m'épuiser parce que je me connais bien. Donc du coup, dans les moments où c'est compliqué, au lieu de péter les plombs en me disant bon bah putain je fais pas d'argent et commencer directement à trouver une solution de sortie, ok comment je peux faire de l'argent à droite à gauche, je vais juste en train de te dire comment je peux faire plus de choses qui marchent, prospecter plus, faire plus de contenu. Ouais c'est principalement ça et j'ai une bonne équipe maintenant donc ça permet aussi d'avancer. Et puis avoir des moments aussi un peu de break, prenez des pauses de temps en temps. Je vous parle pas de prendre une semaine de vacances tous les 3 jours, hein, mais moi je sais que j'aime bien prendre une après-midi de réflexion sur des trucs qui vont pas. Quand c'est productif et que ça me permet de m'aérer, on a souvent la tête dans le guidon, quoi. Et faites-vous accompagner sinon, si vous avez trop du mal avec ça, parce que ça permet de scinder l'information et de vous adapter à votre emploi du temps. Un accompagnement, c'est pas vous permettre de réussir plus fort, c'est surtout vous permettre de réussir plus vite avec moins de risques. C'est pour ça qu'on nous paye. C'est pas parce qu'on vous donne des infos. Sinon, il y a des infos, il y en a partout, il y en a sur YouTube. Yes, totalement. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser en live? Vous pouvez désactiver le micro, Human, si tu as envie. Eh bien, allez, je me lance. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me demandais, quand tu dis prospection, Mhm. moi, je parle assez facilement, je suis assez sociale, sociable et tout ça, mais j'ai planté plein de graines. Par contre, je prospecte pas sur Instagram, admettons. D'accord. Comme là, avec Laura, bah, ça s'est un peu passé comme ça. Elle m'a écrit un joli petit message, et puis voilà, on a échangé de cette manière. Mais Mhm. moi, je le fais jamais. Enfin, je réponds aux personnes qui m'écrivent et tout ça. Mais il faudrait peut-être que je fasse ça. Il faut aller un par un vers les personnes comme ça ou... Et excuse-moi, Human, si tu veux nous rappeler ce que tu fais pour qu'Enzo aussi sache un peu plus. Ce sera plus simple. Voilà, Ouais. moi, je suis styliste en image. En fait, je Ok. révèle la confiance, l'allure et la posture. Ok. Donc, j'ai fait une formation avec Christina Cordula et j'ai fait l'école Paradox School avec David Ah oui, je Laroche. connais Donc, bien. Ok. voilà, donc j'allie les deux. Donc là, d'ailleurs, je fais ma certification, là. Ça y est, j'ai terminé ce module tout le week-end, là. Et du coup, j'ai super bien bossé à un moment donné. Et je pense que, comme on dit, on appelle notre réalité. Après, j'avais dit non, mais il me faut une pause, j'en peux plus. J'ai bien Mhm. bossé. Il faut que je me mette à ma certification, il faut que je me concentre. Et puis là, c'est un calme plat. Et du coup, je me sens hyper stressée, que pourtant, je l'ai réclamé ce moment-là, parce que je me sentais épuisée. Et du Mhm. coup, là, je sens aussi que je revois un peu ma stratégie, comme tu as dit. Parfois, le moment de calme aussi, c'est bien. Ça me permet aussi de me rendre compte qu'il y a des choses que je fais qui me conviennent pas. Donc là, j'ai revu un peu toute ma stratégie. Donc, il faut que je rechange mon discours et tout ça face aux personnes qui me suivent ou face à, Bien voilà, sûr. Ok. aux gens que je rencontre. Et du coup, comment je fais là pour prospecter? Je vais direct sur Instagram. Donc là, j'ai prévu des ateliers, j'ai prévu Ok. conférences, j'ai prévu un gros événement avec la mairie et tout ça. Mais Ton une public cible école à de quel âge? formation aussi. Ton public cible, il a quel âge à peu près? 35 à 55, je me suis dit, jusqu'à 60, parce que j'ai déjà Ok. accompagné une cliente de 60 ans. Donc, mais moi, je dirais plutôt 35-55. Faudrait faire des études, mais en proportion gardée, c'est souvent des personnes qui sont plus présentes sur Facebook. D'accord? Donc tu peux Ouais, prospecter peut-être, c'est sur vrai que tu as Facebook. raison. Mm. Groupe Facebook, ça se fait très bien. Instagram, tu as évidemment des 35-55 qui sont également sur Instagram. Donc oui. Tu pourrais aussi avoir des personnes sur YouTube.
Moi, je te conseille de commencer déjà par un réseau social pour pas te cramer. Ouais, Essayer ouais, c'est ce que de j'ai fait. trouver une bonne solution sur ce réseau social. Euh, Interagis, essaie de t'adresser uniquement à ton avatar. Donc, C'est-à-dire, quand tu dis avatar, tu sais, moi, je suis ton un peu public novice cible. dans tout ça, hein. Ton public cible. Ton public cible. Uniquement Ah, aux personnes que tu veux avatar, c'est accompagner. public cible. Ouais. Ok. Ne cherche pas le fait de faire beaucoup de vues. Peu importe les vues que tu feras sur les réseaux ou la manière dont tu prospecteras, cherche à être précise dans comment tu vas t'adresser aux gens. En fait, on s'en fout que tu fasses beaucoup de vues, c'est pas ça qui te remplira ton frigo. Ouais, ouais, D'accord? c'est clair. Faire 300, 400 vues, si derrière ça te permet de signer un deal à 1000 euros, t'es la plus heureuse du monde, tu vois. Euh, Hmm, donc ouais, en fait, il faut que tu y ailles crescendo. Nous, ce qu'on fait souvent avec les élèves, c'est commencer par 10 messages de prospection par jour, tranquillement. Tu peux lister une dizaine de tes concurrents en ligne sur les réseaux. Regarde la manière dont ils vont enfin, envoyer des messages, potentiellement les contenus qu'ils postent. Réplique à ta sauce et à ta manière avec ton hmm. discours. Et il n'y a pas un monde où si tu copie-colles des gens qui réussissent, tu finis pas par au moins récupérer 30-40% de cette réussite, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah là, j'ai mis en place newsletter de mes anciennes conférences que j'ai fait. J'avais récupéré pas mal de mails. Enfin, pas mal. Mhm. Pour un début, je crois que c'est pas mal. Carrément. Et du coup, bah, j'ai fait une newsletter et j'ai mis en place un book offert. Et puis, j'en parle pas mal là dans mes Ouais. réels. Ouais, ça commence à prendre un peu. Mais non, mais je mets bien mon identité, hein. J'ai du mal à copier, je dis la vérité. Mais voilà, ça reste toujours dans l'esprit, hein, de toute façon, de tout ce que tout le monde fait un peu. Ouais. 100%. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais Il faut que du tu... coup, toi, tu me dirais, va envoyer des messages aux personnes directement Bien sur sûr. Insta ou Facebook, quoi. Bien sûr. Mais je dis que je m'appelle Human, c'est quoi le message type? Parce que ça me paraît un peu. Je Euh, mets quoi? Je m'appelle Human, je suis Non, non, non. styliste en image, je dis Tu peux quoi? être. Déjà, il faut identifier les différents types de prospection. Tu vas avoir les personnes qui ont déjà interagi avec ton contenu. Donc, tu peux venir Ouais, avec une raison. Hello, j'ai vu que tu avais liké mon dernier post sur X sujet. Est-ce que c'est un sujet qui te touche de près ou de loin? Point d'interrogation. ouais, Hello, ouais. j'ai vu que tu t'étais abonné. Est-ce que tu t'es abonné par simple curiosité ou que tu Hmm, t'intéresses à ce domaine-là en particulier? Et pour les ok. personnes que tu ne connais pas effectivement, que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, tu peux très bien les prospecter en ayant une approche en mode Hey, j'ai vu que tu suivais X type de personnes ou que tu interagissais avec X type de poste. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche personnellement ou pas du tout? Hmm, Moi, ce que pas je mal. veux te dire par rapport à ça, à rajouter, c'est que tu vois, Iman, c'est très très intéressant et important comme question, puisque tu as quand même tout ton business et tout ton CA qui dépend un peu de cette question en mode, tu vois, on parle d'acquisition client. Dans la solution, c'est une partie de la prospection. Il y a différentes manières de prospecter. Et comme le dit Enzo, il y a des personnes qui sont déjà rentrées dans ton univers, des personnes qui ne sont pas rentrées dans ton univers, c'est pas la même approche. Et il y a les mots-clés, c'est quoi ta stratégie, c'est quoi ton système. Et s'il n'y en a pas, c'est compliqué de tenir sur la durée et de scaler aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je C'est pense quoi, c'est-à-dire quand tu dis c'est quoi ta stratégie En fait, il faut que tu aies une le nombre de trame. clients que je veux avoir par Non, non, non. Ça, c'est des résultats. En fait, il faut que tu saches exactement c'est quoi les étapes de ta trame de prospection. Un, tu vas connecter. ok. Deux, tu vas devoir connaître la situation de vie. Hmm, 3, tu vas demander la problématique ou hmm. depuis combien de temps elle est dans cette situation. Et 4, tu vas proposer ton appel. Là, je t'encourage à la fin ou demain ou peu importe, tu t'ouvres un Google Doc, tu te notes les trois quatre étapes de ta prospection et tu lui envoies ça. Ok, ok, bah, d'accord. Non, mais je connaissais pas du tout ça. Tu vois, moi j'avais 2 salons de coiffure pendant 11 ans. J'ai eu mes 9 employés et mes clientes, elles poussaient la porte, quoi. Je suis pas allée les chercher, j'étais pas dans les réseaux. Et là, c'est complètement différent, quoi. J'ai l'impression d'être dans un nouveau monde, quoi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mm. et Et, et du coup, Laura, toi, tu disais qu'il faudrait faire une stratégie de prospection. Et du coup, quand vous parlez de stratégie de prospection, c'est quoi par jour? Après, vous mettez, en gros, j'envoie 5 messages par jour ou 6 messages par jour, c'est quoi? en fait, la stratégie, pour moi, il en faut un petit peu partout. C'est juste de ne pas faire des choses un peu au hasard et, et pas du style, ben, oh, j'ai testé ça pendant une semaine et puis 3 semaines après, on ne sait pas quoi faire, c'est de mettre en place. Euh, Quand je dis stratégie, c'est une to-do, c'est des actions. Tu sais ce que tu dois faire, tu vois, c'est un peu plus posé, Ouais, ça, je ne fais pas bien. Ouais. tu vois, parce que c'est Ok. compliqué. En fait, c'est comme si je dis, ben, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas Mm. de structure. Mais comment on fait pour stabiliser 10 cas, quoi, tu vois? Et Ouais. surtout que toi, par rapport à ton business, euh,
as la chance d'avoir une belle notoriété, tu vois. Elle a beaucoup de monde qui la suit sur Insta. Tu vas être certifié, tu as été formé par Christina Cordula, tu incarnes déjà ta transformation. Euh, C'est très vrai, ouais. T'as déjà plein de trucs positifs, quoi. Donc, c'est pas non plus très difficile d'atteindre ça. Mais c'est vrai que si tu sais pas du tout comment acquérir de nouveaux clients, si c'est un point d'interrogation, oui, je pense que ça peut être intéressant de se pencher là-dessus pour avoir une stratégie. Et la stratégie, elle n'est pas forcément la même pour tout le monde, tu vois. Ouais, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai que tout ce côté-là, non, Et puis bon, c'est vrai que j'avoue, j'ai beaucoup fait toute seule. Donc j'ai réappris à utiliser, bah, tu vois, les réseaux sociaux, bah, c'était pas mon monde, ou que ça soit System.io, ou que ça soit Canva. Donc Bien j'ai sûr. vraiment, vraiment tout fait toute seule. Et là, c'est vrai que j'arrive, je me rends compte que non, j'ai besoin d'aide pour, bah voilà, comme toi, tu dis, une stratégie claire. Parce que c'est vrai que je m'éparpille, parce que vu que je fais tout toute seule, ben c'est un peu Ça, ouais, ça souvent. plus mes clients, voilà. Mm. En fait, ça dépend aussi l'urgence dans laquelle tu es. Est-ce que tu es dans une optique de t'as encore 6 mois devant toi pour développer le truc, ou tu dois développer le truc rapidement, tu vois? Je suis pas à la rue. Je suis dans le confort, pour te dire la vérité, peut-être un peu trop. Mais non, mais je veux avoir mon indépendance financière. Et là, Vraiment. je dirais pas que c'est urgent, mais franchement, arriver à cet été, si j'arrive à avoir mon indépendance financière, franchement, là, je serais Bien sûr. très, très, très contente. D'accord. Allez-y, s'il y a d'autres questions. Ouais, Parce que tu m'étais, je crois, que ce soit en désactivant Merci. avec plaisir, même avec plaisir. désactiver votre micro ou envoyer sur le Ouais, chat. à l'écrit aussi, carrément, s'il y a besoin. Là, dans l'idée, de toute façon, comme moi, j'ai eu beaucoup de demandes, des personnes aussi qui vont avoir des questions plus tard après le replay. Ce que je fais en général sur l'atelier, je sais pas, Audrey, si tu es là, si tu peux mettre le lien qu'elle indique, que ce soit le mien ou celui d'Enzo, dans le sens où je dis souvent que pour avoir des résultats à la hauteur d'une vraie CEO, hein, de prendre son business au sérieux, c'est toujours moi la même chose. C'est comme il a dit, Enzo, c'est le mot-clé que j'ai retenu, c'est des systèmes. Moi, je parle plutôt de stratégie. Il y a, toi, Guman, ça pourrait t'intéresser, par exemple, à toi de voir, d'avoir le levier de croissance qui peut t'aider, toi, personnellement, pour développer un peu plus ton sujet là. Si tu veux plus parler avec moi, avec Enzo, avec nous deux, nous, on est aussi dans notre mission pour aider les personnes. Donc, dans tous les cas, c'est que si tu prends le conseil, c'est que ça t'aide, tu vois, sur des plans d'action à lancer. Mais moi, le conseil que je peux donner, que ce soit à toi, Human, et à tout le monde, c'est de ne pas rester dans la zone de flou et de se dire, ben, en fait, moi, j'ai pas de stratégie d'acquisition de clients, ben, j'ai pas de système. Ben, à partir de ce moment-là, c'est très compliqué d'avoir un business solide et qui va générer du 10-15K de manière stable. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment appris avec Enzo. Et notamment, j'ai switché aussi mes capacités en closing, mais parce que j'ose aussi poser des questions. Donc voilà. Je sais pas si tu avais un dernier mot avant de nous quitter, Enzo. Peut-être un dernier petit conseil en bonus. Et puis, Euh, que dire? Je crois qu'on a fait pas mal le tour, mais n'ayez pas peur aussi de faire les choses à 100%. On a souvent peur des extrêmes. Je suis pas dans l'idée de penser que c'est horrible, justement. Quand vous êtes purement passionné, le fait d'être vraiment dans cet état de ce que j'appelle le flow, la concentration optimale, n'ayez pas peur de le faire à 100%. Mettez-vous des objectifs qui sont concrets. Et au lieu de parler tout le temps de résultats, de cash, d'argent qui va sortir, mettez-vous des objectifs d'action quotidienne. En fait, c'est ce qu'on appelle des micro-victoires. C'est super intéressant de le faire. Et en fait, ça sera même très simple pour vous derrière d'atteindre des résultats qui sont conséquents. Au-delà de ça, non, c'était top. Si vous avez d'autres questions et si vous voulez prendre rendez-vous avec Laura, je la connais. J'ai pas mal de mes élèves qui vont chez elle également, au moins pour qu'elle vous fasse un point. J'ai aussi mon lien Calendly qui est dans la conversation pour les personnes qui voudraient échanger avec moi, voir si on peut les aider. L'idée, c'est au moins de discuter avec vous. Et ça me paraît tout bon. merci beaucoup, Enzo. Moi aussi, je vais rajouter un dernier petit conseil avant qu'on se laisse, c'est de se dire, s'il y a des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez, donc développer beaucoup de ça, etc., notamment, je pense à toi, Enzo, qui l'a fait très vite, mais ça peut être vos concurrents ou d'autres personnes. Enfin, si ça a été fait, c'est qu'il y a des process
des systèmes et des choses qui ont marché. Donc, on va pas réinventer la roue. Limite, l'idée, ça va être d'aller gagner du temps et de voir ben, comment on fait ces gens pour passer de 1000, 2000, 3000, 5000 euros de temps en temps à des revenus beaucoup plus stables. Parce que c'est vraiment le but, je pense, de tout le monde ici, c'est de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, stabiliser et vivre de son activité de cœur, quoi. Donc, il y a des systèmes et l'idée, c'est de se poser la question, c'est quoi ces systèmes? Est-ce que je l'adapte un petit peu à moi, etc. Et d'oser poser les questions. Là, c'est aussi une belle opportunité de se dire, je peux avoir l'avis de quelqu'un qui l'a fait depuis en 3 4 mois au lieu de sur, ça fait 5 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc Ouais, de cette expérience qui a déjà été validée, quoi. Voilà. 100%. C'est très vrai. Merci beaucoup Enzo, Avec et bonne plaisir. soirée tout le monde, et puis à très vite. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.